Rebonjour. Bon, je reprends donc l'enregistrement du cours. Je tiens à vous rappeler quand même qu'on a pu voir dans la partie précédente la séquence 1, la composition du son. On a parlé également de la fonction du son. Alors, je reviens sur la composition du son à titre d'exemple. Donc, le son, il est composé d'une partie liquide appelée plasma qui représente 55% du total par rapport donc, aux éléments figuriers qui représentent 45%. Le plasma, donc, il est composé essentiellement d'eau à 91,5% d'eau. Il contient donc des, 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 des- des protéines, des solutés, des solutés en solution et des cellules en suspension. Parmi les solutés, on trouve euh, des protéines et puis des électrolytes, des nutriments, des gaz, des substances régulatrices, des vitamines et des déchets. Donc je rentre pas dans le détail. Et puis des éléments figurés, nous avons vu, donc il y a trois types d'éléments figurés. Il y a les globules rouges, les globules blancs et puis les plaquettes. Le pourcentage donc, des éléments figurés par rapport au son total correspond donc à l'hématocrite. Je vais donc aborder l'analyse du son. Donc, pourquoi l'analyse du son? Parce que le son il doit contenir donc une composition stable et toute variation donc, des caractéristiques du son, du composé du son peut être donc, ou générer donc, ou le résultat d'une pathologie. Alors pour détecter cette pathologie, les médecins cliniciens se réfèrent souvent à des prescriptions d'analyse du son donc d'analyse du son qui peuvent concerner plusieurs paramètres, soit les concentrations en différents types d'électrolytes, ou bien d'hormones, ou bien de nutriments, de lipides, de cholestérol, et ainsi de suite. Donc il est bien de rappeler dans cette partie du cours l'essentiel quand même de certains paramètres pour lesquels on réalise donc les analyses des sons pour être capable au moins de faire une lecture d'une analyse ou d'un bilan sanguin. Donc l'analyse du sang va en fait en laboratoire fournir donc des renseignements qui vont servir à évaluer l'état de santé d'une personne. Donc ça va aider le clinicien à établir un diagnostic ou bien alors, par exemple, une concentration d'hémoglobine et un hématocrite faible sont donc des signes d'anémie. Un sang laiteux qui contient une forte concentration de lipides, on appelle une hyperlipémie, est un état qui devrait donc alerter donc les personnes atteintes d'une cardiopathie, des maladies cardiaque. De même, la mesure de la glycémie indique si le diabète est bien équilibré. Les infections se manifestent souvent par l'hyperleucocytose parce que toute infection va stimuler donc, le système immunitaire qui va produire davantage de leucocytes et par donc l'épaississement de la couche leucocytaire dans l'hématocrite. Et dans certaines formes de leucémie, la couche leucocytaire peut même dépasser l'épaisseur de la couche érythrocytaire. Souvenez-vous donc sur le tube qu'on a centré pour déterminer donc l'hématocrite. Elle représente une partie rouge qui correspond aux éléments figurés, une partie plasmatique, et les deux sont séparés par une couche blanchâtre qui correspond donc à la couche des leucocytes. Bon, celle-ci peut donc dépasser largement, peut devenir plus importante que celle des globules rouges dans le cas de leucémie. Et ça, donc, ça peut être détecté par ces analyses-là. Dans ce cours, nous allons se limiter à l'étude de quelques analyses du sang. Dans un premier temps, on va parler de ce que c'est qu'un hémogramme. Donc, l'établissement d'un hémogramme consiste ou correspond à un bilan sanguin qui comporte donc les analyses quantitatives et morphologiques des éléments figurés du sang. Il fournit donc une numération des différents éléments figurés, un hématocrite, un coagulogramme et plusieurs autres indications qu'on va voir. Alors, en comparant donc les résultats aux valeurs normales, on obtient donc un tableau global de l'état de santé d'une personne. Alors, parmi donc, ces analyses qu'on va voir, il y a donc la vitesse de sédimentation. C'est quoi la vitesse de sédimentation? Il s'agit donc de la mesure de la chute libre des cellules sanguines dans une colonne de sang non coagulé. Donc on prélève du sang et on le met dans des tubes capillaires qui sont gradiés et on attend que les globules rouges sédimentent.
Donc la hauteur qui est débarrassée des éléments figurés de son correspond donc à la vitesse de sédimentation. Alors il s'agit donc de la mesure de la chute libre de ces éléments figurés du sang, donc du sang non coagulé auquel on ajoute un anticoagulant. Et cette vitesse de sédimentation dépend donc de nombreux facteurs comme le nombre de globules rouges, leur volume, la présence de certaines protéines, la viscosité du plasma ou encore la température à laquelle se trouve donc le sang. Alors pour ces raisons, donc cet examen permet donc dans certains cas de déterminer ou de suivre l'évolution du processus inflammatoire ou infectieux. Donc le fait déjà de connaître donc la vitesse de sédimentation, ça va vous donner déjà une idée sur l'importance ou en nombre ou en épaisseur ou en forme donc des éléments figurés du sang. Alors pour ce faire, donc on utilise une méthode qu'on appelle la méthode de Wistergen qui consiste à prendre un tube gradué de 0 à 200. On agite l'anticoagulant, on agite comme anticoagulant le citrate à 3,8 g par litre et on met donc de ce tube là 4 volumes de sang et 1 volume de citrate. Et la vitesse donc de sédimentation, c'est la hauteur des cellules sédimentées mesurée au bout d'une heure, de 2 heures ou même de 24 heures. Donc cette hauteur qui va être débarrassée des éléments figurés du sang. Cette technique donc elle est plus rapide et existe, elle est toujours utilisée. Alors, les valeurs normales de vitesse de sédimentation sont donc données au bout d'une heure, 2 heures et des fois même on peut aller jusqu'à 24 heures. Alors, vous voyez que c'est des valeurs donc, qui diffèrent normalement chez l'homme et la femme et aussi les petits-enfants et les nourrissons. Donc, cette valeur peut aller de 1 mm jusqu'à 10 mm par heure ou de 7 à 15 mm au bout de 2 heures. Alors, dans les cas pathologiques, la vitesse de sédimentation se vit donc des modifications. D'où l'intérêt de faire cette analyse de sang. Lorsque la vitesse de sédimentation est inférieure à la valeur normale, ça veut dire que c'est un cas donc, de polyglobulie ou un taux de cholestérol élevé, ou une inflammation ou une infection bactérienne. Donc si c'est diminue, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de cellules qui doivent se déposer. Donc ils mettent plus de temps. Alors lorsque la vitesse de sédimentation est accélérée, il est accéléré dans le cas d'une anémie. Donc s'il y a moins de globules rouges, donc la sédimentation se fait plus rapidement et la hauteur, donc la lecture de la hauteur au bout d'une heure va être plus importante. Alors, l'hématocrite, on en a déjà parlé, c'est donc le pourcentage des éléments figurés du sang. Généralement, on peut dire des globules rouges parce que c'est des globules rouges qui représentent presque la majorité des globules, des éléments figurés du sang. Et le nombre de leucocytes, il est vraiment il est très faible et on peut même ne pas en tenir compte par rapport au nombre de globules ou d'éléments figurés total. Alors, donc c'est le pourcentage d'éléments figurés du sang par rapport au sang total. Alors qu'on pouvait le voir, la colonne rouge correspond donc aux éléments figurés et ça c'est une démonstration qu'on a fait en TP. On a rempli donc le tube à partir du sang, on a rempli du sang, et puis on a centrifugé, et puis on donc détermine la hauteur, cette hauteur ou ce volume-là par rapport à celle-ci. Donc cette hauteur divisée par celle-ci, multipliée par 100, correspond donc à le pourcentage des éléments figurés par rapport au sang total, ou bien il est nommé aussi hématocrite. La valeur normale de l'hématocrite, elle est donc de 40 à 54% chez l'homme, il est de 35 à 45% chez la femme, et chez le neveu, il est de 44 à 62. La masse sanguine totale peut être également mesurée. Nous avons vu ça dans le cours de la partie du milieu intérieur. Mais déjà, à partir donc, de volume sanguin total et de l'hématocrite, on peut déterminer le volume globulaire total et le volume plasmatique total.
Le volume sanguin total correspond donc normalement 5 à 8 fois le poids corporel. Alors ces valeurs du volume sanguin total par litre chez l'homme, il est de 3,6 à 5,8. Le volume globulaire total 1,6 à 2,5 et le volume plasmatique total. Donc si vous voulez, si on additionne les deux, on a le volume total. Bon, il y a un dimorphisme entre l'homme et la femme, ça c'est tout à fait normal. La numération globulaire, donc c'est le comptage des éléments figurés du sang. On peut donc compter soit les globules rouges, soit les globules blancs, soit les plaquettes. Donc en TP, nous avons fait donc la numération, une démonstration de numération pour les globules rouges et pour les globules blancs. Et le principe, donc, pour le comptage, ça consiste à utiliser donc des colorants spécifiques qui vont soit laisser apparaître les globules rouges ou bien les globules blancs. Alors pour les globules rouges, le sang est dilué avec le liquide d'édition qui hémolise les globules blancs nucléés pour ne conserver que les globules rouges qui sont anucléés. Pour les globules blancs, le liquide de dilution hémolise les globules rouges qui sont anucléés pour conserver que les globules blancs. Alors pour les plaquettes, le liquide de dilution utilisé, c'est l'oxalate d'ammonium, mais ça on ne l'a pas fait en TP. Alors ces techniques manuelles sont, comme je vous l'ai dit, en TP pour les glycogies, sont plus lentes. Cependant, la mise en service donc, de compteurs électroniques automates a permis une économie du temps et une précision dans les comptes avec une répétition des résultats. Donc, il est préférable d'utiliser l'automate plutôt que d'utiliser ces techniques manuelles qui sont imprécises et les résultats ne sont pas répétitifs, ils sont également lents. Par contre, la détermination ou la numération globulaire qui se fait par les automates, elle est plus rapide, il est fiable et répétitif. Alors, d'autres paramètres peuvent être calculés, celles-ci. L'indice érythrocytaire, à partir donc des résultats de la mesure de la mesure de l'hématocrite et du dosage de l'hémoglobine et de la numération du globule rouge, il est possible de calculer les indices ou constantes érythrocytaires. Alors, ces indices sont considérés comme des valeurs absolues. Ils sont au nombre de 3. Il y a donc le volume globulaire moyen, il y a la teneur globulaire moyenne en hémoglobine et puis la concentration globulaire moyenne de l'hémoglobine. Alors, les équations qui permettent donc de calculer ces indices sont ça. Et ces indices sont très importants. Ils peuvent donc donner des renseignements, des fois, sur les causes d'anémie. Alors, les valeurs normales et pathologiques de ces indices érythrocytaires, par exemple, pour le volume globulaire moyen, la valeur normale est de 80 à 98 femtolitres. Le volume femtolitres, lorsque ce volume est inférieur à cette valeur, là, on parle de microcytose, c'est-à-dire des petites globules rouges par rapport à normal. Lorsque ce volume est supérieur à 18, on parle de macrocytose. Et lorsque le volume est normal, on parle donc de normocytose. Alors, donc la teneur globulaire moyenne en hémoglobine ou la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, la valeur normale est de 27 à 23 picogrammes, qui n'apporte donc pas de renseignements additionnels par rapport au volume globulaire moyen. Alors, la concentration globulaire moyenne en hémoglobine ou la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, sa valeur normale est de 320 à 360 grammes par litre de sang, bien sûr. Alors, on parle d'hypochromie lorsque la concentration globulaire moyenne en hémoglobine est abaissée en dessus de 320 grammes par litre. Hypochromie. Donc, chromie, donc c'est la couleur. La couleur, elle est moins vive parce qu'il y a moins d'hémoglobine. Normochromie, elle est comprise entre 320 et 360. Donc, c'est la valeur normale donc, de la teneur en hémoglobine par globule rouge. Alors, l'hyperchromie n'existe pas dans la mesure où la concentration globulaire moyenne ne peut être supérieure à 360 grammes par litre. Alors, je reviens sur les études morphologiques des éléments figurés.
Ils peuvent donc se faire par ce qu'on appelle un frottis sanguin. Donc c'est une observation au microscope photonique conventionnel d'un étalement sanguin coloré par colorant approprié. Donc on utilise un colorant pour donc sur donc une goutte de sang qu'on va donc étaler et qu'on va observer au microscope optique. Grâce à l'étude donc du frottis sanguin, on peut faire une appréciation de la variation morphologique individuelle des cellules. Cela se fait pour les globules rouges surtout. On peut voir donc la variation de la taille, de la forme et de la coloration à travers donc cette observation microscopique. On peut également, ça va nous permettre également l'établissement de proportions de divers éléments leucocytaires dans l'ensemble de leucocytose totale, c'est-à-dire on va compter les proportions de chaque type de leucocyte dans 5 globules blancs. On va déterminer le pourcentage en pourcentage, le pourcentage des différents types de globules blancs qu'on compte sur un échantillon de sang. De même, ça permet donc l'identification et l'étude de cellules sanguines anormales. Alors, pour donc essayer de préparer ce frottis sanguin, de la manière suivante, on prend bien sûr une lame, on va marquer donc la lame du verre environ à 2 cm, du bord, comme ici, on va la marquer à 2 cm. On va déposer une goutte de sang à 1 cm du bord de la lame à l'aide donc d'un tube capillaire. On va mettre donc le sang et on va placer le bord de l'étaleur au contact, le bord de l'étaleur, ça c'est l'étaleur, au contact avec la lame, puis on va entrer en contact avec la goutte du sang, avec une inclinaison de l'étaleur de 45 degrés, et on laisse le sang s'étaler le long de l'arête de l'étaleur. Donc on va de l'avant pour étaler le sang le long de la lame, en poussant donc l'étaleur rapidement, régulièrement et sans trop appuyer, tout en gardant donc la même inclinaison. On va donc soulever progressivement l'étaleur en fin d'étalement. Le frottis doit donc s'arrêter à environ 2 cm à 1 cm de l'autre extrémité de la lame. On va donc sécher immédiatement le frottis par agitation à l'air et on va donc passer à l'observation au microscope donc pour voir le nombre, la forme et la taille et la coloration et même le pourcentage des globules blancs les unes par rapport aux autres. Alors vous avez donc des exemples d'observation de frottis. Donc sur celui-ci, on peut donc compter. Déjà, on peut voir la forme des globules rouges et on peut même les compter sur cette portion. Alors, dans cet exemple, vous avez donc 1000 globules rouges. On a une seule plaquette, un seul globule blanc. Et puis, on peut compter ici 50 plaquettes. On peut voir aussi s'il s'agit de globules rouges normaux ou anormaux. Si vous voyez qu'ils sont anormaux, ça c'est dû à une maladie qu'on appelle donc le paludisme, qui est dû donc à une piqûre de mouche, l'anophèle, et donc ça provoque donc ce qu'on appelle la malaria. Comme maladie, la malaria qui se caractérise pendant que les globules rouges qui présentent donc cette structure-là. Alors sur celui-ci, on peut donc voir différentes formes de globules rouges. Vous voyez qu'ils sont falciformes et d'autres qui sont normaux. D'accord? Hématies normales et des hématies falciformes. Alors la présence de ces hématies dans cette taille-là, il a comme conséquence d'arrêter la circulation au niveau des capillaires. Donc ça peut avoir donc des causes mortelles. Alors celui-ci, par exemple, le cas de sang normal, vous avez donc c'est le nombre de globules rouges qui domine. On peut voir quelques plaquettes et quelques neutrophiles ici, des lymphocytes, des monocytes et les plaquettes. Mais comme vous voyez, par rapport à la leucémie, c'est le nombre de globules blancs qui devient plus important et dominant par rapport aux globules rouges. Donc, vous voyez, donc cette analyse va donner une indication sur la forme, sur la taille, sur
la présence de la coloration également. Il peut donner également pour les leucocytes le pourcentage des uns par rapport aux autres. Alors, morphologie anormale, donc c'est des appellations cliniques. S'il y a des modifications au niveau de la taille, on parle d'anisocytose. Ça, c'est une taille normale de globules rouges. Microcytose quand ils sont petites et macrocytose quand ils ont une taille plus élevée. Pour la coloration, on parle d'anisochromie, polychromatophilie ou bien hypochromie. Donc l'anisochromie, c'est coloration normale, la teneur en hémoglobine normale, une teneur en hémoglobine élevée, et une hypochromie, une teneur en hémoglobine faible. Bon, la présence d'inclusion et la forme, donc vous avez donc ça, c'est à titre d'information, mais pour le plus d'informations concernant donc les anomalies ou les pathologies de forme ou de taille différentes, vous pouvez donc vous référer à ce site-là. Avant, je reviens donc sur ce diaporama qui donne donc l'hémogramme ou numération formule sanguine, on appelle NFS, ou examen hématologique complet, ou un hématocomplet. Il vous donne donc le nombre des hématies par millimètre cube, le nombre d'hémoglobine, la quantité d'hémoglobine, l'hématocrite, le volume globulaire moyen, la teneur globulaire corpusculaire moyenne en hémoglobine, ou la concentration corpusculaire moyenne en pourcentage, le nombre de leucocytes et le nombre de plaquettes. Donc vous voyez que il y a bien sûr un dimorphisme entre l'homme et la femme, et également une différence chez les enfants de 3 à 10 ans. Ça, donc, c'est des valeurs normales que vous pouvez comparer chez des personnes qui présentent donc des pathologies. Il y a toujours une référence normale par rapport à ce qui est pathologique. On va donc aborder maintenant donc l'étude des globules rouges. Alors les globules rouges, vous savez, donc c'est les principaux éléments figurés du sang. Ils représentent plus de 90% des éléments figurés du sang. Ce sont donc des érythrocytes ou globules rouges. À l'état normal, et le nombre est de 4,8 à 5,4 millions par millimètre cube. Alors leur morphologie à l'état normal, physiologiquement, les globules rouges du sang ont sensiblement la même forme, la même taille et la même coloration à l'état normal. Au microscope, les globules rouges sont donc des disques, se montrent comme des disques biconcaves dont le diamètre moyen est d'environ 7,2. Leur épaisseur en périphérie est de 2,4 micromètres et leur épaisseur au centre est de 1,4 micromètres. Donc vous voyez, cette surface elle est biconcave, il y a un creux au centre, d'accord. Alors le diamètre, vous le voyez, il est de 7. L'épaisseur, elle est ici de 2 et là, au centre, elle est un peu rétrécie. Donc l'avantage de cette forme biconcave, c'est qu'il permet d'augmenter la surface d'échange à peu près de 30%. Alors, de même que ces globules rouges, ils ont donc une paroi qui est souple. Hein? Leur forme, elle est malléable et elle est souple, leur permet donc de franchir les capillaires étroits mesurant 3 micromètres de diamètre. Et comme vous pouvez le voir ici, donc ils vont épouser la forme des canaux capillaires par lesquels ils peuvent traverser, bien que le canal, des fois, il a un diamètre plus petit que celui du globule rouge. Parce que le globule rouge a une membrane qui est souple, et il est malléable, il peut changer de forme et épouser la forme du canal par lequel il passe. Comme vous pouvez le voir ici, donc différentes formes, donc pour essayer de passer à travers ces capillaires. Alors, le contenu du globule rouge, le globule rouge donc, est une cellule faite d'une membrane enveloppant le contenu cytoplasmique. Il s'agit d'une solution aqueuse très riche en hémoglobine. Donc, le pigment respiratoire, c'est donc protéines responsables du transport de l'oxygène et du CO2 en partie, et contenant également des enzymes et leur
cofacteur. Il contient des sucres, des ions, et on y trouve de l'eau, 60 à 70% d'eau, de l'hémoglobine, 92 à 95%, qui représente 92 à 95% du poids sec, des enzymes érythrocytaires spécifiques qui ont un rôle très important dans la fonction du globule rouge, on va voir. Il contient des électrolytes et d'autres composantes comme le glucose, l'urée, le glutathion, l'ATP, les nucléotides périques, le NAD et ADH. Et donc, on va voir le rôle de ces différents constituants du globule rouge. Alors, la structure de sa membrane, justement, il a une structure particulière qui lui permet donc d'avoir cette souplesse. Et ceci est dû, bon, la structure, elle est comme toutes sortes de membranes. C'est une double couche phospholipidique. Une double couche de phospholipides qui est donc stabilisée par du cholestérol. Donc vous avez le pourcentage de lipides, de glucides et de protéines. Parmi ces protéines, il y a des protéines intrinsèques, comme on a vu, et des protéines extrinsèques qui peuvent être des récepteurs, et celles du squelette. Alors les protéines du squelette, on trouve au niveau de la paroi du globule rouge des spectrines, des protéines 4,1 et de l'actine. Donc, qui dit actine, des protéines contractiles. Alors, c'est ça qui permet donc à la présence donc, de ces spectrines qui permet donc, et dans l'encrine qui permet donc à la membrane du globule rouge d'avoir cette souplesse. Et avec le temps, et par manque de régénération des protéines membranaires, le globule rouge, donc, il perd sa souplesse, il devient rigide et il sera donc dévoué à la mort et puis il sera dévoré par donc, les macrophages. Ça, on va le voir. Donc, je reviens donc sur le schéma de la structure de la membrane. Vous avez la double couche de phospholipides qui est stabilisé par le cholestérol, les différents types de protéines membranaires. On peut voir même les protéines donc, de termination du groupe sanguin et du rhésus. Et puis la particularité, c'est la présence donc, de ces protéines structurales qui forment donc, le squelette surmembranaire de spectrine qui permet donc au globule rouge d'avoir cette forme souple. Donc on peut noter protéines 4,1, de l'actine et de l'encrine. Donc c'est ça qui fait que la membrane du globule rouge elle est souple et elle est maniable. Alors, la fonction, l'hémoglobine, donc constituant majeur du globule rouge, environ donc le tiers de son poids, assure donc trois fonctions principales. Il permet donc de transporter l'oxygène des poumons aux tissus. Il permet de transport en partie du CO2 des tissus aux poumons. Il permet donc de tamponner les ions H+, libérés par les tissus. Donc il joue un rôle de pouvoir tampon, permettant donc le maintien de pH à 3,75. Donc transport, donc c'est une fonction spécifique, transport des gaz respiratoires, et puis le pouvoir tampon. Donc pour tout ce qu'on va voir, vous avez donc un site à consulter pour le maximum d'informations, ou bien si vous voulez donc mieux comprendre, parce qu'il y a des vidéos qui sont donc mieux faites par rapport à ce que... Il y a des vidéos quand même qui sont toujours utiles à voir et qui vont vous apporter donc plus d'informations et plus de meilleures illustrations par rapport à ceci, peut-être pour mieux comprendre. Alors, structure de l'hémoglobine. Il est donc constitué d'une fraction protéique constituée de 4 chaînes polypeptidiques. Donc voilà, ça c'est des chaînes polypeptidiques. Vous en avez 4, 1, 2, 3, 4. Qu'on appelle globines. Donc il est formé de 4 globines qui portent chacune un groupement prostétique au milieu appelé M. Donc l'hémoglobine, il est composé de 4 globines, donc les chaînes polypeptidiques, et de 4 M. Voilà. Alors les 4 globines représentent 94% et les 4 M représentent 6% de l'hémoglobine.
Alors, la structure de l'AIM, donc la globine, c'est une donc, protéine chaîne polypeptidique avec une forme tertiaire, on va le voir. Et l'AIM, il est formé donc de 4 noyaux, comme vous pouvez le voir, de 4 noyaux pyrrole, c'est des groupements prostétiques, 4 noyaux pyrrole, unis par des radicaux méthylène, vous pouvez le voir, ils sont reliés par donc un C double liaison, de 8 chaînes latérales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dont 4 méthylènes, 1, 2, 3 et 4 méthylènes, 2 vinyles, et puis 2 propionyles, d'un atome de fer lié par 4 valences aux 4 atomes d'azote des noyaux pyrrole, et puis par 2 valences à la chaîne polypeptidique, c'est-à-dire à la globine, mais lié à une histidine proximale et puis à une histidine distale par l'intermédiaire d'une molécule d'oxygène. Et là, vous pouvez voir le site donc, de fixation de l'oxygène dans l'hémoglobine se fait entre le fer et une histidine distale de la chaîne polypeptidique de la globine. Donc, l'hémoglobine, qui contient donc 4 globines, peut donc fixer 4 molécules d'oxygène. Alors, vous pouvez le voir, donc l'hémoglobine humaine est constituée donc, de 4 chaînes identiques, 2 à 2, 2 chaînes alpha, de 141 acides aminés chacune, et de 2 chaînes de globine bêta de 146 aminoacides chacune. Donc au total, vous avez 574 acides aminés pour l'hémoglobine. Ce sont donc les polyglybines, ce sont donc des chaînes polypeptidiques enroulées sur elles-mêmes en une structure hélicoïdale stabilisée par des liaisons hydrogènes. L'ensemble est replié de manière à former une molécule tridimensionnelle, que vous pouvez le voir ici, de forme sphérique et ménageant donc un repli dans lequel une molécule d'hème s'insère. Donc il s'agit donc d'une structure tertiaire, structure M-globine. Donc la liaison se fait ici par le biais d'un oxygène avec une histidine distale et ici à une histidine proximale. Alors les 4 chaînes polypeptidiques réunies ajustent parfaitement leur surface pour former une molécule donc symétrique, globulaire, à structure quaternaire, globulaire. Les 4 sous-unités sont réunies par donc, de nombreuses liaisons fortes entre les chaînes de même dimère, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là. Donc, il s'agit d'un tramine constitué de 2 sous-unités alpha plus 2 sous-unités bêta. Alors, ces sous-unités alpha et bêta qui sont homologues de la myoglobine, avec un pourcentage de 18% d'identité entre les deux chaînes, et avec présence de résidus invariables au niveau de l'histidine E7, l'histidine F8 et puis la phénylalanine C, à position C et D1. Alors chaque unité possède donc un M et est donc capable de fixer un oxygène. L'hémoglobine donc peut fixer, comme je l'ai dit, au total 4 molécules d'oxygène. Donc l'arrangement de ces unités en deux dimères, alpha 1, bêta 1 ou bêta 2, alpha 2, bêta 2. Donc avec des liaisons ici très fortes entre les mêmes dimères, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, alpha 1 et bêta 1, vous avez des liaisons fortes, bêta 2 et alpha 2, vous avez des liaisons et des liaisons faibles entre des globines de dimères différents, des liaisons faibles qui sont de 19 résidus. Alors la biosynthèse de l'hémoglobine se fait dans l'érythroblaste, qui est un précurseur du globule rouge. Il se fait selon donc le schéma général de la synthèse des protéines, avec une synchronisation normale de la synthèse des chaînes alpha et non alpha, c'est-à-dire les chaînes bêta. La synthèse de l'hème se fait dans la mitochondrie des érythroblastes. Les érythroblastes, ce sont donc des précurseurs
des globules rouges, des érythrocytes. La liaison M-globine se fait à l'extérieur de la mitochondrie. Alors, comme vous pouvez voir, les structures tertiaires et quaternaires de l'hémoglobine jouent un rôle primordial dans son rôle comme transporteur. Alors, la protéine existe sous deux formes. La forme T, pour tendu, qui a une faible affinité pour l'oxygène, et ceci dans des conditions de pH bas. Et ça, on le trouve au niveau tissulaire. Et puis, donc je disais qu'il y a donc la forme T qui a une faible affinité pour l'oxygène et la forme R de haute affinité pour l'oxygène. Alors ces deux formes existent en un équilibre rapide qui dépend du pH ambiant et de la présence d'oxygène. À pH élevé, en présence d'oxygène, la forme R est privilégiée. Ça on le trouve au niveau des poumons. Et l'hémoglobine cherche donc à capturer de l'oxygène. Et à pH bas, et quand l'oxygène est rare, il passe à la forme T, et c'est la forme T qui est privilégiée, et l'hémoglobine relâche son oxygène. Donc au niveau des tissus, le pH il est bas, l'hémoglobine va relâcher son oxygène. Au niveau des poumons, le pH il est élevé, il va donc se fixer à l'oxygène. Et ça, on va donc le voir un peu plus en détail. Alors donc la fonction de l'hémoglobine, comme on avait déjà dit, l'hémoglobine donc a un pouvoir tampon. Il permet donc le maintien du pH à 7,35 et il assure donc le transport des gaz respiratoires. On va voir donc comment ce transport se fait par l'hémoglobine, de l'oxygène et puis du CO2. Alors concernant le transport de l'oxygène, normalement environ 88,5% de l'oxygène est transporté des poumons au tissu par le sang, en combinaison chimique avec l'hémoglobine. Et seulement 1,5 restants sont transportés en état de dissolution dans l'eau, du plasma et des cellules, ainsi que dans l'état normal. Ce transport donc de l'oxygène à l'état dissous, elle est donc très négligeable. Alors, chaque volume de 100 ml de sang oxygéné contient 20 ml d'oxygène. Environ 19,7 ml fixés à l'hémoglobine et seulement 0,3 dissous dans le plasma. Donc si vous prenez 100 ml de sang oxygéné, il contient 20 ml d'oxygène. Dans ces 20 litres, il y a 19,7 qui sont fixés à l'hémoglobine et seuls 0,3 qui sont dissous. Dans le groupement M, le fer joue le rôle d'accepteur d'oxygène pour donner l'oxyhémoglobine. Alors chaque molécule d'hémoglobine peut donc se combiner à 4 molécules d'oxygène en un processus rapide et réversible. Parce il est formé de 4 globines et chaque globine il est fixé à un M. Et chaque M peut fixer un oxygène. Donc 4 globines et 4 M. Donc c'est la possibilité de fixer 4 molécules d'oxygène. Après la fixation de la première molécule d'oxygène, l'hémoglobine change de forme. Il passe donc de la forme T à R. Et cela lui permet de capter de la seconde molécule d'oxygène et la suivante jusqu'à la quatrième et de plus en plus facilement. Donc ceci se fait aussi bien rapidement dans la voie de fixation que de la voie de libération. Donc la fixation, dès qu'il y a la fixation de la première molécule d'oxygène, on va accélérer de manière rapide la fixation de la deuxième, troisième et quatrième. Et dès qu'il y a la libération de la première molécule d'oxygène, ça va donc accélérer la libération donc de troisième, quatrième et cinquième. Et ceci donc est dû à la structure de l'hémoglobine. Alors le transport d'oxygène donc se fait de la manière suivante. Donc l'équation 1 et 2 exprime donc l'association et la dissociation de l'oxygène et de l'hémoglobine. La combinaison oxygène et hémoglobine est appelée donc oxyhémoglobine. Donc lorsque l'hémoglobine fixe l'oxygène, on l'appelle oxyhémoglobine. Et symbolise donc par HbO2. Et l'hémoglobine qui a libéré donc l'oxygène est appelée désoxyhémoglobine.
désoxyhémoglobine lorsque l'hémoglobine libère son oxygène et est appelée donc désoxyhémoglobine. Donc, alors au niveau des poumons, la désoxyhémoglobine en présence d'oxygène va donc former l'oxygène. Mais au niveau des tissus, la désoxyhémoglobine va fixer le H+, et va libérer son oxygène. Donc on parle de désoxyhémoglobine. Il s'agit donc ces équations, j'ai posé donc une question d'examen, je demandais donc d'écrire juste l'équation de l'association, la dissociation hémoglobine-oxygène au niveau des poumons et donc, au niveau des poumons. L'hémoglobine va s'accrocher, l'oxygène va s'accrocher à l'hémoglobine pour donner l'oxyhémoglobine, mais au niveau des tissus, il va donc libérer son oxygène pour donner la désoxyhémoglobine. Donc c'est une question très très simple que vous devez en principe donner juste. Alors il s'agit d'un processus rapide et réversible où la vitesse à laquelle l'hémoglobine capte ou libère l'oxygène dépend de plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, les pressions partielles de l'oxygène et du gaz carbonique, la température, le pH sanguin et la concentration du 2,3 dans les érythrocytes. Donc il y a des paramètres qui vont donc faire que cette équation va dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et on va voir que ces paramètres changent suivant qu'on est du côté pulmonaire ou du côté tissulaire. Et donc c'est l'interaction de ces facteurs qui assure aux cellules un approvisionnement suffisant en oxygène. Comment on va le voir? Alors, on va voir d'abord l'influence de la pression partielle d'oxygène sur cette saturation de l'hémoglobine. Alors que, vous savez très bien que quand la pression partielle est élevée comme dans les capillaires pulmonaires, l'oxygène donc va se combiner à l'hémoglobine. Mais lorsque la pression partielle d'oxygène est faible, comme dans le cas des capillaires tissulaires, l'oxygène va donc se libérer. Donc il y a des conditions différentes dans le milieu qui vont faire qu'au niveau des poumons, l'oxygène va se fixer à l'hémoglobine et qu'au niveau des tissus, l'oxygène va se libérer. Donc ces paramètres dont on a parlé, ils vont changer vont être différents suivant qu'on est du côté pulmonaire ou du côté tissulaire, et c'est ça qui va faire libérer ou fixer l'oxygène au niveau de l'hémoglobine. Alors lorsque l'hémoglobine est complètement transformée en oxyhémoglobine, on dit qu'elle est complètement saturée. Alors que lorsque l'hémoglobine est constituée d'un mélange d'oxyhémoglobine, et on dit qu'elle est donc d'un mélange c'est-à-dire d'oxy et désoxyhémoglobine, on dit qu'il est partiellement saturé. Alors l'affinité d'hémoglobine pour l'oxygène peut donc être définie par ce qu'on appelle la P50. La P50, c'est qui correspond donc à la pression partielle d'oxygène pour laquelle 50% d'hémoglobine sont oxygénés. Alors à pH 7,4 et à une température 37 degrés, la valeur de la pression partielle, la valeur de la P50 est de 25 mm de mercure. C'est-à-dire, pour une pression partielle d'oxygène de 25 mm de mercure, on va avoir 50% d'hémoglobine saturée à l'oxygène. Mais ceci a des conditions, bien sûr, de température de 37 degrés et du pH 7,4. Parce qu'on va voir avec la variation de température, la P50 va changer. Pour une PO2 supérieure ou égale à 100, l'hémoglobine est complètement saturée, comme on va voir sur la courbe de saturation de l'hémoglobine. Le pourcentage de saturation de l'hémoglobine par rapport à la pression partielle d'oxygène correspond donc à la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine. On peut donc parler soit de dissociation de l'oxyhémoglobine de l'oxygène, ou bien soit de l'association de l'hémoglobine avec l'oxygène. Alors cette courbe qui représente donc l'influence de la pression partielle sur la saturation de l'hémoglobine, on peut faire la lecture suivante, soit au niveau de l'axe de l'abscisse, soit côté gauche vers la droite, ou bien de la droite vers la gauche. D'accord? Et en sachant que vous avez donc le pourcentage de saturation. Alors de gauche à droite, on dit plus il y a augmentation de la pression partielle d'oxygène, plus le pourcentage de saturation de l'hémoglobine augmente, jusqu'à atteindre 100%
pour une pression partielle d'oxygène égale à 100, et ça c'est la valeur de la pression partielle d'oxygène au niveau du sang artériel. Alors maintenant, plus la pression partielle d'oxygène diminue, plus l'hémoglobine ou le pourcentage de saturation d'hémoglobine diminue. Donc l'hémoglobine va libérer son oxygène. Alors qu'est-ce qu'on remarque au niveau de cette courbe-là? Il s'agit d'une courbe sigmoïde qu'on peut séparer en deux phases. Une première phase aux environs par exemple de 60 mm de mercure, de 0 à 60 mm de mercure ou bien de 0 à 50 mm de mercure pour la pression partielle, il y a une augmentation très rapide du pourcentage de saturation. Il suffit donc d'une faible variation. Pour une faible variation, vous voyez par exemple si on passe ici de 16 à 20, le pourcentage de saturation passe de 25 à 50. Donc pour une faible variation, une faible augmentation de la pression partielle d'oxygène, il y a une grande augmentation de la saturation de l'hémoglobine pour l'oxygène. Alors que dans cette phase-là, vous voyez, on passe de 60 à 100, mais le pourcentage passe seulement de 90 à 100. Donc pour une grande augmentation de la pression, il y a une faible augmentation de la saturation. Donc l'essentiel donc, des échanges entre les poumons et les tissus se fait de manière rapide entre les pressions entre 0 et 40 mm de mercure. Alors maintenant, l'hémoglobine saturée à 100%, il va donc libérer son oxygène au niveau des tissus. D'accord? Mais arrivé à une valeur de 40 mm de mercure, qui est donc la valeur de la pression partielle au niveau à l'état de repos au niveau veineux. Donc la pression partielle donc, du sang entre le sang veineux et le sang artériel varie de 40 à 100. Et entre 40 et 100, l'hémoglobine perd donc une quantité d'oxygène qui est à peu près égale à 25%. Donc autrement dit, l'hémoglobine qui arrive des poumons chargés à 100% va au niveau des tissus. Lorsque ces tissus sont à l'état de repos, l'hémoglobine va se décharger de 25% de son contenu. Donc la quantité de sang, d'oxygène qui est libérée au niveau du tissu à l'état de repos, elle est de 15 millilitres. Plutôt de 5 millilitres. Alors, maintenant, au fur et à mesure que les besoins augmentent des tissus, ou bien lorsque les muscles ou les tissus sont en état d'activité, leur besoin en oxygène va augmenter. Donc plus les tissus sont en activité, plus leurs besoins augmentent et plus la libération de l'oxygène par l'hémoglobine augmente. Mais jusqu'à un niveau, à ce niveau-là, donc, qui correspond donc au tissu pendant l'activité maximale, la pression partielle d'oxygène au niveau du tissu maximal veineuse reste égale à 20. Et à 20, vous avez quand même l'hémoglobine qui reste donc oxygénée à peu près à 25%. Donc je pense que j'ai donné suffisamment. Alors pour la P50 justement, la P50 à pH 7,4 et température 37 degrés, c'est la pression partielle d'oxygène pour laquelle 50% d'hémoglobine sont saturés en oxygène. Donc à 50, on projette donc la valeur de 50, donc ça correspond à la P50, il est à peu près de 25 mm de mercure. Donc cette partie d'oxygène correspond donc à l'oxygène supplémentaire libéré dans les tissus pendant l'activité physique. Donc ce qui est libéré à l'état de repos, c'est donc cette partie-là. Donc l'hémoglobine arrive chargée à 100%, il revient au poumon chargé à 75%.
mais plus il passe par des tissus en activité, plus donc la libération d'oxygène va être plus importante. Donc, influence on va donc revoir ce que je vous ai expliqué. Donc, il s'agit donc d'une courbe très particulière qui assure donc le maximum d'affinité aussi bien pour la fixation de l'oxygène dans les poumons que pour sa libération dans les tissus. Alors, pour une pression partielle d'oxygène élevée, la quantité d'oxygène qui se fixe à l'hémoglobine s'accroît rapidement et permet ainsi un plus grand transport d'oxygène vers les tissus. Alors, le facteur le plus déterminant de la dissociation ou de l'oxyhémoglobine, donc je dis dissociation de l'oxyhémoglobine, et sans aucun doute la pression partielle en oxygène. En effet, plus il y a d'oxygène dans le sang, plus celle-ci pénètre dans le globule rouge et se fixe à l'hémoglobine. Et inversement, moins il y a d'oxygène dans le sang, moins il y en a qui se fixent à l'hémoglobine. Alors comme il est montré dans la figure, il s'agit donc d'une relation non linéaire où la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine présente une pente abrupte entre 10 et 50, je vous l'ai montré, puis il forme un plateau entre 70 et 100 mm de mercure. C'est dans la partie donc fortement inclinée où la liaison et la dissociation rapide de l'oxygène se produit, c'est entre les valeurs 10 et 50 mm de mercure. Il faut noter donc que l'hémoglobine est saturée donc à 75%. Pour la pression partielle d'oxygène de 40, qui correspond donc à la pression partielle moyenne des cellules des tissus lorsque l'on est au repos, et environ 25% de l'oxygène lié à l'hémoglobine est libéré dans les tissus, donc environ 5 ml sur les 20 ml d'oxygène par 100 ml de sang artériel. Donc c'est une teneur en oxygène qui sont donc libérés, comme je vous ai montré sur la courbe. Par conséquent, l'hémoglobine de sang veineux demeure saturée en oxygène à 75% après un parcours complet dans l'organisme, où la pression artérielle en oxygène est de 40 mm3. Donc je vous ai dit, donc plusieurs fois, l'hémoglobine arrive chargée des poumons à 100%. Il passe par les tissus, il va libérer une quantité d'oxygène. Lorsque les tissus sont au repos, la partie libérée correspond seulement à 25% d'oxygène qui a été transporté par l'hémoglobine. Donc il va faire un va-et-vient à l'état de repos entre chargé à 70, chargé à 100. Donc il se charge au niveau des poumons à 100% et au retour des tissus vers les poumons, il est seulement à 70%. Et cette libération, comme je vous ai dit, donc il augmente avec l'activité musculaire. Vous avez là également un site à consulter. Vous allez donc retrouver des explications que je vous ai données. Alors maintenant, les facteurs donc, qui influencent cette courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine normale, vous la voyez ici en noir, ce sont donc, comme j'ai dit, la température, le pH, la pression partielle de CO2 et puis le 2,3-diphosphoglycérate qui est donc un produit de dégradation du glucose par la voie de la glycolyse. Alors comme vous pouvez le voir, la diminution de la teneur en 2,3-diphosphoglycérate des érythrocytes, la diminution de la pression partielle de CO2 ou l'augmentation du pH et la diminution de la température provoquent un déplacement de la courbe vers la gauche et vers le haut. Quand je dis vers la gauche, donc vous avez donc pour une P50, vous avez la P50 diminue. Plutôt la P50, il est là. Donc vous avez la valeur de la P50, il diminue. Ou comme vous pouvez le voir, pour cette valeur de à peu près de 33 mm de mercure, le pourcentage de saturation elle est meilleur. Donc il va vers le haut, d'accord, et vers la gauche. Donc on peut atteindre les 50%. La P50 est atteinte pour des valeurs inférieures à la normale. La normale, la P50 elle est là. La normale, elle est à 26, mais lorsque ces paramètres évoluent dans ce sens-là, la P50 diminue. C'est-à-dire qu'on va vers une augmentation de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Et ça, c'est le côté pulmonaire. Parce qu'au niveau des poumons, c'est là où il y a une diminution du 2,3-diphosphoglycérate, une diminution de la pression partielle de CO2, parce que le CO2 diffuse vers les poumons et vers l'extérieur, et
ça va dans le même sens qu'une augmentation du pH et une diminution de la température. Maintenant, lorsque ces paramètres augmentent, c'est dans le cas au niveau tissulaire, la courbe se déplace vers la droite et vers le bas. Droite et vers le bas. Alors que là, c'était gauche et vers le haut. Et là, droite vers le bas. C'est-à-dire une diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Donc ça, si vous voulez, c'est l'espace tissulaire et ça, l'espace pulmonaire. Donc, au niveau pulmonaire, ces paramètres-là vont faire augmenter l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Alors, au niveau tissulaire, ces paramètres vont donc faire baisser l'affinité de l'oxygène pour l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, donc vers la libération de l'oxygène pour les tissus et là vers la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Alors, résumé donc de ces événements. Alors, vous pouvez, ça c'est un globule rouge, ça le côté pulmonaire, et ça c'est le côté tissulaire. Alors, côté pulmonaire, le CO2 compte tenu donc de la différence de sa pression partielle au niveau du sang par rapport à sa pression partielle au niveau alvéolaire, le CO2 il va diffuser vers les poumons. Et donc, sa pression partielle va donc diminuer au niveau du sang. Donc, lorsque le sang traverse les poumons, le CO2 diffuse dans les alvéoles, ce qui fait abaisser la pression partielle de CO2 et le pH du sang augmente. Alors, ces deux effets déplacent donc la courbe, comme vous avez vu, vers la gauche et vers le haut. Donc, vers une augmentation de la saturation de l'hémoglobine. Donc, au niveau pulmonaire, il y a une augmentation de la saturation, une fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Alors, au niveau, par exemple, au niveau tissulaire, le CO2 va pénétrer dans le sang. Donc, on va avoir une augmentation de la pression partielle de CO2 et donc une diminution de pH. Et ceci va donc libérer l'oxygène pour les tissus. Comment ? Alors que lorsque le sang atteint les capillaires tissulaires, les effets opposés se produisent. Le CO2 passe donc dans le sang, se transforme en acide carbonique qui se dissocie en H+, et en bicarbonate. Les ions H+, vont voir sa concentration augmenter, ils vont être tamponnés par l'oxyhémoglobine. Donc on a parlé de pouvoir tampon. Donc les protons H+ vont se fixer sur l'oxyhémoglobine et cette fixation va donc libérer l'oxygène pour les tissus. Alors, ce qu'il faut retenir toujours au niveau alvéolaire par rapport au niveau tissulaire, c'est que vous jouez toujours sur la pression partielle de CO2. Donc, au niveau alvéolaire, nous avons vu que le CO2 va diffuser vers les alvéoles. Donc la pression partielle va baisser. Alors que là, la pression partielle va augmenter. Et cette augmentation de la pression va donc va conduire à une production accrue des protons H+. Ces protons H+, qui vont donc être tamponnés par l'oxyhémoglobine. Et cette fixation donc, va donc libérer l'oxygène et va former la désoxyhémoglobine. Alors cette désoxyhémoglobine va avoir donc une grande affinité pour le CO2. Il va donc fixer le CO2, l'excès du CO2 qui se trouve au niveau du sang pour former la carbhémoglobine. Donc cette fixation du CO2 par l'hémoglobine s'appelle donc l'effet Haldeman. Et ceci donc va faire augmenter le transport de CO2 sans tenir compte donc de la pression partielle de CO2. Même s'il y a une faible concentration de pression partielle de CO2, le CO2 va donc se fixer sur la carbhémoglobine pour donc être transporté sous forme liée à l'hémoglobine. Donc en règle générale, l'élévation de la température donc, va conduire une meilleure oxygénation du tissu. L'augmentation de la pression partielle du CO2 et ou la diminution du pH qui correspond donc à l'effet Bohr, et l'augmentation donc du 2,3 diphosphoglycérate. Donc, ce sont donc les paramètres qui jouent donc sur l'association ou la dissociation de
l'oxygène à l'hémoglobine. Alors l'hémoglobine joue donc le rôle de tampon au niveau des tissus, va fixer le proton H+, pour donc maintenir le pH constant, et l'oxygène sera donc libéré facilement au niveau du tissu. Donc le H+ se lie à certains aminoacides dans l'hémoglobine, modifiant la structure de l'hémoglobine qui libère l'oxygène. Donc vous avez vu, donc l'hémoglobine va passer de la forme R à la forme T. La désoxygénation de l'hémoglobine permet donc d'augmenter la capacité de transport du CO2 par le sang sans variation de la pression partielle de CO2, comme je vous ai montré sur le schéma. Le sang désoxygéné qui retourne donc au poumon contient le CO2 dissous dans le plasma, le CO2 combiné à l'hémoglobine et du CO2 sous forme de bicarbonate. Il s'est donc également chargé d'ion H+. Et quelqu'un d'entre eux ayant été transporté par l'hémoglobine. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues donc, sur le schéma. Je vais donc je voulais faire voir. Donc suite à l'afflux soudain donc d'ions bicarbonate négatifs dans l'électrolyte, dans l'érythrocyte, les ions chlore passent des érythrocytes au plasma. C'est le phénomène, ce qu'on appelle le phénomène hamburger, ce qui donc permet donc le transport des ions bicarbonate vers les poumons à travers le plasma. En outre, l'entrée ou la sortie d'ions bicarbonate négatifs, bicarbonate négatifs des érythrocytes ou au plasma est compensé par la sortie ou l'entrée des ions chlore, ce qui permet donc le transport du CO2 sous forme bicarbonate à travers donc le plasma. C'est le phénomène de Hamburger. Je reviens donc sur le schéma pour vous le montrer. Donc la désoxyhémoglobine, elle a un pouvoir, une grande affinité pour le CO2. Il va donc fixer le CO2 qui va donc être transporté sous forme de carbhémoglobine. L'hémoglobine, nous avons vu qu'il a fixé le H+, et l'excès donc de bicarbonate, il va donc sortir du globule rouge et est compensé par l'entrée du chlore. Ça, c'est au niveau donc au niveau tissulaire, mais au niveau pulmonaire, nous avons vu donc le bicarbonate va pénétrer à l'intérieur pour se transformer en présence d'hydrogène qui va être libéré suite à la libération donc suite à la fixation de l'oxygène. Il va donc se lier au bicarbonate donc pour transformer en acide carbonique et donc en CO2, et vous pouvez le voir, donc le transport ici du CO2 va se faire soit sous forme de CO2 dissous, soit sous forme de CO2 lié donc à l'hémoglobine, soit sous forme de CO2 sous forme de bicarbonate. L'influence du 2,3-diphosphoglysérate, un petit détail sur la saturation de l'hémoglobine sous l'effet donc de 3-phosphoglycérate. Alors l'affinité de l'hémoglobine pour le 2 est en réaction inverse à la quantité du 2,3-diphosphoglysérate présent dans les molécules d'hémoglobine. Donc plus la concentration augmente, plus l'affinité diminue. Et ça se comprend dans la mesure où les muscles en activité, ils vont dégrader du glucose, ils vont donc produire plus de 2,3-diphosphoglysérate. Et donc ceci va donc faire baisser l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. En plus, le 2,3-diphosphoglysérate se lie donc avec la chaîne bêta de la désoxyhémoglobine au niveau de l'extrémité N-terminale, ce qui entraîne donc une diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Donc peut-être ici c'est l'oxyhémoglobine, c'est pas la désoxyhémoglobine, donc fixé au niveau de la chaîne bêta de l'oxyhémoglobine pour permettre la libération de l'oxygène. Alors le 2,3-diphosphoglysérate agit directement de cette manière-là, mais aussi indirectement en entraînant la diminution des pH sous l'effet Bohr. Donc l'effet Bohr, c'est la diminution donc de l'affinité de l'hémoglobine suite à la diminution du pH, et ceci se fait au niveau donc tissulaire. L'effet Bohr, il entraîne donc la diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Vous avez là aussi un site que vous pouvez consulter pour le maximum d'informations. Alors concernant le transport du gaz carbonique,
Alors, avant de passer à ça, je dois vous rappeler que donc, nous avons vu que le transport de l'oxygène se fait de deux manières, et principalement sous forme combinée à l'hémoglobine, à 95,5 à 98,5%, et seulement 1,5% sous forme du C. Par contre, le CO2, il est transporté sous trois formes. Une forme Donc une forme dissoute, 7 à 10% sous forme dissoute, 20 à 30% sous forme de CO2 combiné à l'hémoglobine dans l'érythrocyte, et 60 à 70% sous forme d'ion bicarbonate négatif. Donc j'ai eu des petits problèmes avec l'ordinateur. Donc vous avez donc l'équation 3 qui représente la combinaison du CO2 avec l'hémoglobine pour former la carb-hémoglobine. Normalement, ici, je devrais mettre la désoxyhémoglobine, ce qui présente donc une meilleure affinité pour le CO2. Et vous avez donc le CO2 plus le H2O qui donc donne l'acide carbonique qui est utilisé en bicarbonate et en H+. Et cette réaction 4 se déroule aussi dans les érythrocytes de manière beaucoup plus rapide, car ceux-ci contiennent de l'anhydrase carbonique, enzyme qui donc catalyse de manière réversible la conversion du gaz carbonique et de l'eau en acide carbonique. Comme le site de liaison est constitué d'acides aminés ne faisant pas partie de l'hème, cette liaison n'entre pas donc en combinaison avec celle de l'oxygène. Donc il n'y a pas de compétition entre l'oxygène et le CO2 vis-à-vis donc leur site de fixation. Donc la molécule de l'oxygène se fixe au niveau nous avons vu entre la globine et puis le fer de la molécule, le fer de l'hème. Voilà. Alors, un schéma explicatif également de transport du gaz carbonique par l'hémoglobine. Alors, l'association de la carb-hémoglobine est influencée par la pression partielle de CO2 et par le degré de saturation de l'hémoglobine en oxygène. Donc, l'influence de la saturation en oxygène est appelée donc effet Haldeman. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Au niveau des tissus, l'arrivée donc dans la circulation du CO2 abaisse le pH, ce qui favorise donc la dissociation de la désoxyhémoglobine. C'est ce qu'on a fait, c'est l'effet Bohr. L'affinité de l'hémoglobine pour le CO2 augmente ensuite rapidement à cause de l'effet Haldeman. C'est l'effet Haldeman. Le CO2 en solution forme donc l'acide carbonique qui se dissocie en ion carbonate et en ion H+. La formation de l'acide carbonique se déroule spontanément dans le plasma, mais il est accéléré par l'anhydrase carbonique dans les érythrocytes. Une fois donc formés, les bicarbonates sortent de la cellule en échange d'ions chlore. C'est ce qu'on appelle l'effet hamburger. Donc vous voyez donc la désoxyhémoglobine, elle a une grande affinité pour le CO2 et donc il va se fixer pour former la carb-hémoglobine. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Haldeman. Et ceci se passe au niveau tissulaire. Donc au niveau tissulaire, c'est là où la pression partielle donc, de CO2 augmente et c'est là où le proton H+ augmente et qui va donc se fixer à l'hémoglobine qui va libérer son oxygène pour donc donner la désoxyhémoglobine qui a une grande affinité pour le CO2. Donc la désoxygénation de l'hémoglobine permet donc d'augmenter la capacité de transport du CO2 par le sang, sans variation de la pression partielle d'oxygène, comme nous l'avons ici. Donc une fois désoxygéné, il présente une grande affinité, c'est ce qu'on appelle l'effet Haldeman. Transport des gaz, donc ça c'était donc au niveau donc tissulaire. Alors ce qui se passe au niveau des poumons, les mécanismes s'inversent. Dans le sang, ces bicarbonates contribuent donc au pouvoir tampon. Donc le pouvoir tampon, c'est la fixation du H par les bicarbonates. Donc le système tampon bicarbonate est très important parce qu'il permet une régulation du pH sanguin par la respiration. Au niveau des poumons, donc les bicarbonates intègrent les érythrocytes en échange d'ions chlorure
et la réaction s'inverse au niveau des tissus. Donc au niveau pulmonaire, les bicarbonates ils pénètrent à l'intérieur, d'accord, avec l'excès du proton H+, qui est libéré suite à l'oxygénation de la carbohémoglobine. Donc ils vont donc former l'acide carbonique qui va donc sous l'effet de l'anhydride carbonique se transformer en CO2 plus CO2. Donc ça va servir à transporter donc le CO2 sous forme de CO2. Voilà. En effet, l'anhydrase carbonique, donc, il est aussi bien actif à l'intérieur du globule rouge qu'à l'extérieur du globule rouge. Alors maintenant, si on veut donc résumer donc, ces différentes aussi les mécanismes de transport dans les tableaux suivants, nous avons vu donc que au niveau pulmonaire, le sang il est oxygéné, hein, et l'oxygène il passe dans le sang. Il est transporté à 98,9% sous forme combinée à l'oxygène et seulement 1,5% sous forme des sous. Alors au niveau tissulaire, les capillaires tissulaires, l'oxygène va diffuser vers les tissus et puis le CO2 va diffuser vers le sang pour être transporté soit sous forme de bicarbonate à 70%, soit sous forme combinée à l'hémoglobine à 23% et seulement à 7% sous forme déçue vers les poumons. Au niveau des poumons, compte tenu donc des différences de pression partielle de CO2 et de l'oxygène entre l'air alvéolaire et le sang, donc au niveau donc pulmonaire, ça va dans le sens de diffusion du CO2 du milieu de forte pression partielle vers les faibles pressions partielles. Au niveau pulmonaire, la pression partielle est seulement de 40, alors qu'au niveau du sang veineux, il est de 45. Alors au niveau tissulaire, c'est l'inverse. La pression partielle d'oxygène au niveau des sangs artériels, il est de 105, alors il n'est que de 40 au niveau des tissus. C'est ça qui permet donc la diffusion dans le sens de gradient de concentration de l'oxygène au niveau donc des tissus. Donc ici, cette partie-là constitue donc la respiration interne. Dans cette respiration interne, il y a l'oxygène qui passe du sang vers les tissus et le CO2 passe des tissus du tissu vers le sang. Et la respiration externe, c'est l'inverse qui se produit. Le CO2 donc il passe du sang vers les poumons et l'oxygène passe des poumons vers les tissus. Alors, avant de finir cette partie, on doit parler donc des accidents d'intoxication par l'oxyde de carbone et essayer d'expliquer à quoi sont dues ces intoxications. Alors, ces intoxications sont dues du fait que le CO, le monoxyde de carbone, il a le même site de fixation au niveau de l'hémoglobine que celui de l'oxygène. Donc en présence de monoxyde de carbone et de l'oxygène, l'hémoglobine aura une préférence, il a une grande affinité pour le CO par rapport à l'oxygène. Donc lorsque vous vous trouvez dans une ambiance où l'air est riche en CO, donc c'est le CO qui va occuper le site de fixation de l'oxygène au niveau de l'hémoglobine. Donc il y a le CO qui va être transporté à la place de l'oxygène et on va donc avoir l'intoxication. Donc le monoxyde de carbone de forme CO est un gaz incolore et inodore, non irritant, on ne peut pas le sentir, non explosif. Mais il peut être explosif si sa pression partielle passe à 64% dans l'air, de densité à peine inférieure à celle de l'air. Et les intoxications sont particulièrement fréquentes et se manifestent dans les circonstances aussi bien domestiques que professionnelles. Les intoxications sont particulièrement fréquentes en France. En France, on peut noter jusqu'à 10 000 intoxications par an, et dont 50 accidents qui peuvent être mortels.
Alors, l'action toxique se manifeste justement du CO, du fait que l'hémoglobine a une grande affinité pour le CO. Donc, l'affinité du CO pour l'hémoglobine est 220 fois supérieure à celle de l'oxygène. En effet, le CO déplace l'oxygène de sa combinaison avec l'hémoglobine. Vous avez une ambiance où il y a le CO et l'oxygène, c'est le CO qui va donc se fixer à la place de l'oxygène. En d'autres termes, un volume de CO est 210 fois volume d'oxygène en présence d'hémoglobine vont former un équilibre autant d'oxyhémoglobine que de carboxyhémoglobine. Donc si vous mettez dans une ambiance avec un volume de CO et 200 volumes d'oxygène, vous allez avoir 50% d'hémoglobine qui vont fixer le CO et 50% d'hémoglobine qui vont fixer l'oxygène. Donc on va avoir un déficit dans le transport d'oxygène. Une pression partielle de CO de 0,7 mm3 peut être mortelle, soit donc une concentration de 1% seulement. Le CO occupe du fait que le CO occupe le même site de fixation sur l'hémoglobine. Je vais donc m'arrêter là, en attendant donc de reprendre la suite du cours un peu plus tard.